Si on regarde un peu ces deux images que j'ai quadrillées ici, donc celle du Covid-19, donc 2020, et celle de la grippe espagnole en 1918. Personnellement, je me suis attardé sur les deux images, elles sont très intrigantes et en même temps porteuses d'un vrai message. Quand on regarde un peu ces deux images, on peut se poser la question et dire finalement entre 1918 et 2020, qu'est-ce qui a bien pu changer entre la grippe espagnole et le Covid-19? J'ai envie de dire pas grand-chose. En 1918, on portait des masques, on incitait les gens à porter des masques. D'ailleurs, on le lit ici, donc masquez-vous. Et aujourd'hui, on fait de même. Donc, on porte des masques et on incite les gens à porter des masques. La question que j'ai envie de me poser, c'est ces deux messieurs qu'on voit en bleu et noir ici avec les masques. Est-ce que ce jour-là, lorsqu'ils avaient pris cette photo, ou ils étaient pris en cette photo, est-ce qu'ils pensaient qu'un jour, 100 ans après, le monde vivrait une situation similaire, qui serait obligé de la même manière d'avoir les premiers gestes barrières qui seraient de porter des masques? J'ai envie de dire que non, jamais il l'aurait pensé. Et donc, c'est véritablement la question que j'essaie de me poser et que j'essaie qu'on se la pose tous. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri d'une autre crise pandémique? Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid-19 est une fin d'épisode? C'est une question. Mais malheureusement, la réponse est négative. La réponse est malheureusement non. On est très loin d'être à notre dernier épisode en matière de pandémie. Pourquoi je dis ça? Parce que les futures pandémies, et ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les experts des Nations Unies. Donc, les futures pandémies émergeront plus souvent, se propageront plus rapidement, feront plus de dégâts à l'économie mondiale, bien entendu, et tueraient plus de personnes que le Covid-19. Selon l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, on estime aujourd'hui qu'il existe encore 1,7 million de virus qui ne sont pas découverts chez les mammifères et les oiseaux, dont près de 850 000 qui pourraient avoir la capacité d'infecter les humains. En fait, aujourd'hui, quand on lit ça, est-ce qu'on est étonné? Franchement, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas véritablement de surprise par rapport aux origines, par rapport à la manière de transmission, notamment par rapport au Covid-19, mais par rapport à toutes les pandémies, en fait. C'est principalement le changement dans notre mode de vie qui crée en quelque sorte l'environnement propice à l'expansion des pandémies. C'est en fait l'expansion et l'intensification de l'agriculture, la production, la consommation non durable, qui perturbe la nature et qui augmente les contacts entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains. Donc, le docteur Daszak, Peter, qui est le président de l'atelier IPBES, dit clairement que par rapport à cela, aujourd'hui, on est véritablement sur une voie pandémique que plutôt être sur une fin d'épisode pandémique. Donc, c'est véritablement quelque chose qui devrait nous alerter, qui devrait nous faire réfléchir à pas mal de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi cette image parce qu'elle résume un peu ce que j'ai envie de dire comme message à travers ce slide. C'est qu'aujourd'hui, nous naviguons dans un monde d'incertitude. Ça, c'est une certitude, le fait de naviguer dans l'incertitude. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le Covid-19, il faut le voir comme un dernier signal d'alarme et non une fin d'épisode. Aujourd'hui, le monde devrait intégrer, tout le monde devrait intégrer dans son esprit que nous naviguons dans un monde d'incertitude et c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante des affaires modernes aujourd'hui. D'ailleurs, tous les processus stratégiques sur lesquels reposent nos institutions, nos organisations, nos entreprises doivent intégrer cette donne dans la mise en place de ces scénarios. Aujourd'hui, clairement, il faut développer la capacité de faire face à ces incertitudes, de se transformer, de faire de cette incertitude non pas une crise, mais véritablement une opportunité pour partir de l'avant et pour créer de la richesse. Aujourd'hui, la principale réponse à ce mode de fonctionnement, c'est l'organisation résiliente. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire par une organisation résiliente?
Une organisation résiliente aujourd'hui, en quelque sorte, c'est une entreprise qui va pouvoir planifier et investir en fonction des perturbations qui l'entourent et qui est capable de faire preuve d'adaptation et de résistance et qui va disposer de plusieurs capacités qui lui permettent de rebondir et de repartir rapidement. C'est la principale définition qui est très claire et très précise et très directe qu'on peut redonner par rapport à une organisation qui serait résiliente. Cette organisation, telle qu'on le voit ici sur cette image, elle repose sur 3 piliers principaux. Donc, bien entendu, c'est la résilience financière. Donc, c'est ce qui va permettre à l'entreprise, en quelque sorte, d'avoir les capacités de gérer ses finances, mais de gérer ses finances en faisant face à ces événements très impactants. Donc, notamment en matière de gestion de revenus, en matière de liquidité, en matière d'actifs, et j'en passe. Le volet opérationnel, c'est quelque chose qui a son importance également parce que c'est ce qui va permettre en quelque sorte à l'entreprise d'absorber le choc par rapport à son personnel, par rapport à ses données, par rapport à ses technologies, par exemple. Et le dernier élément, c'est l'image de marque ou la réputation. Donc, c'est la perception. C'est en quelque sorte avoir de la résilience pour pouvoir gérer de manière précise et garder l'image de marque de l'entreprise intacte vis-à-vis du monde externe et comme ça, fidéliser dans un milieu incertain son parc client. Bien entendu, aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur le thème financier et donc l'organisation résiliente par rapport à la finance. De manière très concrète aujourd'hui, si on pose la question aux ressources financières, donc aux managers financiers dans l'absolu, que ce soit les CFO, les directeurs, les trésoriers, donc aujourd'hui, leur principal souci, c'est de minimiser les risques et les impacts par rapport à cette crise, maintenir la continuité des activités et sortir de cette période encore plus fort. Donc ça, je dirais, c'est l'élément fondamental auquel un processus de résilience ou une organisation résiliente devrait faire face aujourd'hui. En matière de défis, donc, durant une période de crise et d'incertitude, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations, et plus particulièrement ce que je disais tout à l'heure, donc les départements et les directions financières font face à plusieurs risques. Bien entendu, certains sont aujourd'hui, on les connaît parce qu'on a eu à les confronter dans d'autres crises, notamment celle de 2008, mais d'autres nous sont aujourd'hui inconnus. Et donc, il faut mettre en place les processus, les mécanismes, les dispositifs pour pouvoir les contenir. Aujourd'hui, à travers les différentes approches et échanges que nous avons au sein de SAP avec nos différents clients, nos différents partenaires, il y a 4 principales catégories de risques ou de priorités qu'il faut gérer. La toute première, c'est le fait de maintenir le revenu et la stabilité opérationnelle. Et donc, cela va bien entendu passer par le fait de disposer de fortes capacités de planification. Donc, il faut pouvoir planifier de manière dynamique pour pouvoir analyser et réagir rapidement aux scénarios qui peuvent être très brusques, très soudains, qui peuvent se produire sur le marché du jour au lendemain. Donc, et pour cela, il faut justement disposer de socles fonctionnels, pour ne pas dire d'outils, puissants qui puissent vous donner une gestion optimale de votre cœur financier, notamment en matière de clôture financière, par exemple, parce que la visibilité financière passe également par le fait de disposer d'un processus de clôture financière qui soit efficient, qui soit efficace, qui soit rapide, qui vous donne de la visibilité le plus tôt possible, pour que vous soyez en mesure de publier vos chiffres le plus tôt possible, mais également sur votre chaîne de paiement. Et c'est un élément extrêmement important dans une période d'incertitude, le fait de maintenir votre chaîne de paiement disponible et qu'elle soit toujours atteignable pour vos clients externes, parce que c'est une source qui va vous apporter, qui va vous ramener du cash, et c'est essentiel pour justement cette résilience financière. La deuxième priorité, c'est bien entendu, puisqu'on parle d'argent et de liquidité, c'est effectivement la gestion de la liquidité et le risque privé. Donc, c'est l'un des points les plus critiques en matière de résilience financière. De manière très claire, donc, qu'on se le dise, et je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que sans une véritable gestion de liquidité et de prévision précise de votre liquidité, on ne peut pas parler d'une continuité de business. C'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, la gestion des risques liés à la liquidité
est l'un des points les plus critiques que les CFO doivent relever justement durant cette période d'incertitude. Le troisième élément, donc, ou le troisième risque, ou la troisième priorité sur laquelle il faut faire le focus, c'est que aujourd'hui, quand on regarde un peu par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en matière de Covid-19, en matière de confinement, c'est l'impact qui a été ressenti sur la supply chain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs ont rencontré pas mal de problèmes, donc il y a des obstacles, les gens ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas livrer les produits, donc beaucoup de contraintes. Les clients, de la même manière, sont obligés de s'adapter parce qu'ils ont une chaîne d'approvisionnement qu'ils doivent assurer. Des fois, ils sont obligés comment dirais-je, de revoir en quelque sorte leur portefeuille produit, revoir très rapidement et s'attacher les services de d'autres partenaires de manière très rapide, être confrontés à de nouvelles réglementations tarifaires, notamment par rapport à des frais de douane, parce qu'ils font appel à des fournisseurs peut-être étrangers avec lesquels ils ne sont pas habitués à traiter. Donc, un certain nombre de contraintes auxquelles on ne faisait pas forcément face, pas au même niveau d'intensité. Le quatrième élément, puisqu'on parle de confinement, donc les gens sont confinés chez eux et donc obligés de travailler à distance, c'est le quatrième élément que j'essaie de mettre en exergue aujourd'hui, c'est l'accès distant à l'information. Donc, il y a un accès distant à l'information, forcément, il va dire la gestion des accès et donc la gestion de la sécurité qui va avec derrière. J'ouvre une petite parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui sans les nommer, hein, donc j'ai vu quelques cas d'entreprises durant ma carrière, des entreprises qui avaient fait le choix bien longtemps, donc leur choix, ça n'a pas été dicté aujourd'hui par cette crise de Covid-19, mais elle a été dictée principalement par leur volonté d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, parce qu'ils croyaient fortement dans le fait d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, de leur fournir de la flexibilité, de la mobilité est en soi un levier à la performance individuelle et donc collective, ce qui va forcément être bénéfique pour l'entreprise sur un plan purement business. Donc, bien longtemps le Covid, ils avaient déjà investi dans les PC portables. Donc, ils ont donné pratiquement à tout leur personnel des PC portables, surtout que les PC portables aujourd'hui, si on regarde un peu le prix d'achat d'un PC portable, surtout lorsqu'on fait une acquisition groupe, le prix moyen, le coût de revient moyen, c'est pratiquement le prix d'un desktop. Donc, certaines entreprises ont fait ce choix d'aller vers cette flexibilité. D'autres entreprises, sans nommer les entreprises, ils avaient fait des choix de rester sur un mode classique, où le PC portable, rien que le PC portable, a toujours été perçu comme un avantage qui ne peut pas être donné à tout le monde, malheureusement. Donc aujourd'hui, avec le Covid-19, du jour au lendemain, un confinement général, les gens sont bloqués chez eux, donc on a directement vu la différence entre des entreprises qui avaient fait le choix, rien que sur cet aspect, de favoriser la mobilité de leur personnel, versus d'autres entreprises qui avaient fait le choix de gérer les choses à l'ancienne. Donc, une entreprise qui était opérationnelle, même en cas de confinement, ne serait-ce que sur l'aspect accès à l'information, et d'autres entreprises qui étaient du jour au lendemain bloquées à cause d'un blocage et d'un confinement général auquel nous avons tous été soumis. Alors, voyons un peu ce qu'on peut faire sur ces 4 priorités que je viens de citer. Alors, nous avons identifié les 4 rubriques, donc de manière directe. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'optimisation du fonds de roulement, la gouvernance des accès, la conformité par rapport au commerce international, notamment par rapport au choix et à la vérification de nouveaux partenaires, par rapport à la supply chain, et le dernier point qui serait la continuité au niveau de la clôture financière. Alors, en matière de fonds de roulement de trésorerie de manière générale, il y a plusieurs challenges pour gérer convenablement et proprement le cash flow. Donc, en pole position, bien entendu, on peut noter la nécessité de disposer d'une visibilité en temps réel sur votre position de trésorerie. Ça, c'est fondamental. Et cette visibilité doit l'être sur l'ensemble de votre activité et de vos filiales. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir une visibilité par
je dirais par unité, mais véritablement, j'ai envie de dire, une visibilité centralisée sur l'ensemble du filiale lorsque vous êtes, par exemple, un groupe avec plusieurs filiales. Et donc, avoir cette disponibilité, cette visibilité dans combien de cash, dans quel compte bancaire, dans quelle devise, des choses comme ça. Il y a également l'aspect, bien entendu, liquidité. Donc, vous avez besoin de bien comprendre et d'anticiper les impacts que pourraient avoir ces changements, donc ces crises sur votre liquidité. Donc, comment vous allez planifier votre liquidité sur le court terme, mais également sur le moyen et le long terme. Vous devez gérer tous les événements qui peuvent affecter votre liquidité, comme les crédits et la gestion de recouvrement et donc l'interaction avec vos clients. Il y a également des incertitudes qui doivent être gérées, qui peuvent venir aussi des marchés de capitaux, donc notamment en matière de fluctuation des taux de change ou les bourses de matières premières. Donc, c'est également un point qui peut être qui peut avoir un impact très significatif sur votre trésorerie. Et bien entendu, le dernier point, on le répétera jamais assez, c'est l'automatisation. Donc, augmenter encore toujours le niveau d'automatisation sur tous vos processus. La cible, l'objectif devrait être, il faut tout simplement automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Donc, aller vers l'automatisation est j'ai envie de dire, c'est le premier levier pour aller vers la résilience financière et vers la transformation financière que je vais aborder dans une deuxième partie dans cette présentation. Pourquoi l'automatisation? Parce que aujourd'hui, si on prend un exemple très simple, hein, donc, qui serait par exemple un processus de paiement au niveau de vos fournisseurs, c'est un processus de paiement qui va nécessiter très certainement plusieurs signataires, donc plusieurs signatures. Et dans la configuration où les gens sont en télétravail, chacun est chez lui, donc en l'absence de signature électronique par exemple, on est forcément devant un problème. Donc on est forcément devant un retard de paiement. Pour ce faire, vous devez, bien entendu, donc, en matière de bonnes pratiques, des choses qu'il faut intégrer donc, en matière de fonctionnalités et d'outils, vous devez bien entendu faire le nécessaire pour faciliter l'interaction avec vos clients. Donc ça, c'est extrêmement important, dans le sens où vos clients, en période de confinement, par exemple, ils doivent pouvoir consulter leurs factures, ils doivent pouvoir les payer en automatique. L'objectif, bien entendu, par rapport à cette interaction qui doit se faire de manière automatique, il est double. Récupérer le cash et assurer la continuité de votre chaîne de paiement en cas de confinement. Il y a également un point très important, c'est l'aspect intégration. D'un point de vue structuration fonctionnelle, je ne parle pas d'outils, mais je parle principalement d'un point de vue structurel, comment vous vous organisez d'un point de vue couverture fonctionnelle. Il faut absolument tendre vers de l'intégration, donc une intégration entre votre comptabilité client et votre gestion de trésorerie. C'est quelque chose d'indispensable pour avoir une liquidité à jour et qui soit en temps réel. Également, la bonne gestion de votre activité de recouvrement, parce qu'il faut pouvoir aller drainer du cash, aller récupérer le cash le plus tôt possible lorsqu'il s'agit de renforcer et de renflouer vos caisses. C'est également un point qui a un lien direct, naturel et basique avec votre liquidité. J'ouvre une petite parenthèse, et ça, c'est une remarque qui va s'adresser principalement aux organisations qui sont sur des modèles de groupe avec plusieurs filiales. C'est qu'aujourd'hui, les best practices tendent vers la centralisation. Donc, on n'est plus sur des tendances où il faut récupérer, je dirais, l'information à travers des mécanismes de consolidation en fin de mois, mais on est davantage, ce qu'on propose, on est davantage sur des mécanismes de centralisation financière. Pour chaque filiale, lorsqu'elle va faire un acte de gestion, la réplication financière va se faire en automatique, en temps réel, au niveau de l'entité centrale, donc au niveau du siège. Et comme ça, vous allez avoir une visibilité centralisée en temps réel sur l'ensemble de vos filiales, notamment en matière de fonds de roulement, que ce soit au niveau de la liquidité, que ce soit au niveau de vos créances et également au niveau du recouvrement. Donc, véritablement avoir cette visibilité sur votre fonds de roulement en temps réel, sur l'ensemble de vos filiales en temps réel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est la partie prévision et planification de votre liquidité. Aujourd'hui, ce qu'on propose et ce qu'on recommande, c'est véritablement de mettre en place une organisation fonctionnelle et technologique qui vous permette d'obtenir
une visibilité en automatique et en temps réel sur votre position de trésorerie. Donc, avoir par exemple une visibilité sur une semaine, mais également pouvoir avoir des possibilités de prévision sur du moyen terme, qui peut aller jusqu'à 3-4 mois, voire même sur du long terme. Ça, c'est indispensable si vous voulez maîtriser votre situation et être dans les bonnes conditions pour pouvoir anticiper également sur l'aspect investissement. Donc, une visibilité sur votre liquidité à court ou à moyen terme n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on propose et on recommande véritablement de tendre vers ce qu'on appelle des gestions de budget étendues qui peuvent aller jusqu'à une année de visibilité. Bien entendu, un point très important que j'ai soulevé tout à l'heure dans les défis, c'est le volet interaction avec le marché, notamment en matière de fluctuation au niveau des taux de change et de la matière première. C'est un point qui est très évident, très basique, mais extrêmement important à gérer. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la gestion des risques, mais c'est extrêmement important à se couvrir à ce niveau pour minimiser les impacts sur votre trésorerie. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sécurité et gestion des accès. C'est un sujet, on va dire, qui s'invite par évidence par rapport à ce qu'on a vécu avec cette pandémie et qui va s'installer dans la durée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le défi par rapport aux accès est induit naturellement par l'explosion du télétravail. Naturellement, le personnel il a besoin d'accéder aux données professionnelles, donc c'est un genre d'accès naturellement qui peut avoir des risques par rapport à l'intégrité des données, donc par rapport à l'organisation, un certain nombre de choses. Donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement monitorer, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir sécuriser. Aujourd'hui, parmi les choses qui rendent l'aspect accès déficit, c'est que si certaines structures aujourd'hui qui ont opté pour, on va dire, le télétravail, ils avaient également opté pour du remplacement temporaire parce que certaines ressources ne pouvaient pas travailler à distance. J'ai donné tout à l'heure le cas d'une structure qui avait opté pour un mode classique, qui n'avait pas favorisé l'attribution de PC portables. Donc, c'est une structure qui s'inscrit dans ce cas de figure. Donc, ils étaient obligés de remplacer temporairement certaines ressources, soit parce que effectivement les gens ne peuvent pas se connecter, soit ils ne sont pas équipés, soit ils n'ont pas de possibilité de connectivité, soit ils ont par exemple une mauvaise connexion, ou soit tout simplement par effet de Covid, ils sont sous quarantaine. Donc naturellement, ces nouvelles ressources, ils ont besoin naturellement d'accéder rapidement à la formation, donc d'accéder rapidement à la donnée. Donc cette gestion, on va dire, j'ai envie de dire, dans l'urgence de l'accès, peut cacher un certain nombre de risques qu'il faut pouvoir gérer. Et bien entendu, donc le risque classique auquel sont soumises toutes les entreprises, et encore plus lorsqu'elles sont en mode télétravail, c'est le risque d'intrusion et le risque de piratage, et donc tout le volet cybersécurité. Donc, en matière de recommandations, donc, il faut utiliser les bonnes méthodes et la technologie, encore une fois, pour y parvenir. Donc, aujourd'hui, vous devez être en mesure bien entendu, de donner des accès qui soient simplifiés au système de l'entreprise. Ça passe par l'automatisation et l'administration des rôles et autorisations. Aujourd'hui, on doit plus être sur des attributions, par exemple, de mots de passe qui se feraient en mode manuel. Il faut obligatoirement réduire ce genre d'échange à travers du mailing ou à travers des appels qui peuvent se faire sur un centre de support ou des choses similaires. Il faut pouvoir éliminer les procédures de connexion distinctes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et ce n'est pas toutes, elles sont sur des modes applicatifs hétérogènes. Donc, ils ont plusieurs applicatifs, plusieurs solutions. Donc, ils doivent aujourd'hui éliminer ce qu'on appelle les procédures de connexion distinctes. Il ne faut pas être pour chaque système, avoir sa propre procédure de sécurité, sa propre procédure d'accès. C'est extrêmement difficile à gérer, notamment en matière de confinement. Donc, la recommandation, c'est de tendre, c'est d'aller vers des tendances d'authentification unique, le single sign-on. Donc, aujourd'hui, la technologie le permet, donc permet d'avoir des authentifications qui soient uniques et qui sont très sécurisées et qui facilitent la vie à tout le monde, à la fois à vos utilisateurs, mais également à vos administrateurs.
Il y a également l'aspect, le volet temporaire, donc le changement au niveau de vos employés, les employés qui sont staffés de manière temporaire. Donc, il y a un changement et une dynamique de provisioning et de déprovisioning qui est très rapide, notamment par rapport à ces demandes qui sont urgentes. Donc, ce qu'il faut noter par rapport à ça, c'est qu'il faut pouvoir contrôler la cohérence lorsque vous donnez des accès de manière rapide. Je donne un exemple simple, c'est il faut absolument éviter que vous soyez dans des situations de conflit d'intérêts. Il ne faut pas compter sur l'humain pour faire des contrôles de cohérence. Typiquement, un utilisateur à qui, parce qu'on a fait les choses très rapidement, à qui on va donner une autorisation de créer le fournisseur, et en même temps, avec ses coordonnées bancaires bien entendu, et en même temps, on lui donne l'autorisation et le privilège de payer le fournisseur. Bien entendu, c'est un risque, à moins que ça soit fait de manière préméditée, complètement assumée. Il y a certaines structures et organisations qui le font principalement par manque de ressources, mais si on veut tendre sur des bonnes pratiques, il faut véritablement gérer ces niveaux de cohérence et éviter qu'on soit dans des situations de conflit d'intérêts ou ce qu'on appelle dans notre jargon, véritablement assurer une séparation des tâches. Dernier élément de précision par rapport à ce point en particulier, c'est que même lorsque vous êtes dans une logique d'attribuer ce genre d'accès ou ce genre de privilège, entre guillemets, qui relève du conflit d'intérêts, il faut pouvoir monitorer, suivre, contrôler ce que fait tel ou tel individu qui a ce privilège. Et donc, encore une fois, il ne faut pas compter sur l'humain, mais véritablement, il faut que l'outil, il faut que la technologie, il faut que votre organisation technologique permettent d'aller contrôler et de générer les contrôles adéquats pour éventuellement minimiser le risque par rapport à ce privilège qui est donné. Et le dernier point avec lequel je clôture cette partie sur les risques, c'est la capacité à suivre ce qu'on appelle les super utilisateurs. Aujourd'hui, lorsqu'on est, oublions le Covid-19, oublions la pandémie, oublions le télétravail, lorsqu'on est en mode présentiel, on a tous vu, au moins une fois dans notre carrière, face à des situations de blocage, face à des situations d'urgence, qu'on soit dans l'obligation, dans l'urgence de donner un accès super puissant à un utilisateur, avec tous les accès, tous les privilèges, juste pour débloquer rapidement. Déjà, ça en soi, quand on est en présentiel, ça peut poser problème. Lorsqu'on a ce genre de privilège et qu'on est en mode télétravail, je pense que le risque par rapport à ce genre de privilège peut être dévastateur. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir suivre. Lorsque vous donnez ce genre de privilège, il faut que vous disposiez de capacités qui vous permettent de véritablement tracer, de suivre ce que fait en l'occurrence la personne ou les personnes qui ont ce genre de privilège. On arrive à la partie supply chain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'incertitudes. La supply chain, donc aujourd'hui, elle a fortement souffert à cause de ces perturbations. Et force est de constater que une supply chain qui est perturbée, qui est fortement perturbée, peut avoir de fortes incidences sur vos finances. Donc clairement, en matière de défis, donc vous devez faire preuve d'agilité en développant des stratégies de sourcing qui soient agiles, surtout avec des situations comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En quelque sorte, il faut que vous ayez des capacités qui permettent de faire face à l'obligation de faire appel à des nouveaux fournisseurs et partenaires dans des délais et dans un laps de temps qui est extrêmement court par rapport aux contraintes que j'ai relatées tout à l'heure, notamment les confinements, les fournisseurs qui ne peuvent pas se déplacer, un certain nombre de choses. Il y a également l'aspect inconnu, parce que lorsque vous faites appel à de nouveaux fournisseurs, à de nouveaux partenaires en mode forcé, parce que vous ne le faites pas par choix, il y a toujours une part d'inconnu, donc une part de risque par rapport à la fiabilité de ce nouveau partenaire. Donc, est-ce que c'est un partenaire avec lequel on peut compter? Est-ce qu'il pourra être fiable en matière de qualité des produits qu'il va nous livrer? Est-ce qu'il va être fiable
en matière de respect des délais de livraison, est-ce qu'elle peut être fiable dans l'absolu? Parce qu'il y a toujours cette part d'inconnu, donc forcément un risque à gérer par rapport à ces nouveaux partenaires et donc la nécessité de vérifier ces partenaires. Nouveau partenaire dit également donc une incidence financière donc qui est directe par rapport à ces nouveaux partenaires et à laquelle une supply chain sera soumise, notamment par rapport à de nouvelles exigences tarifaires et douanières, mais aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, des risques qui sont liés et encourus par rapport à ces partenaires, notamment en matière de réglementation et de compliance. Donc, on pourra regarder ça un peu plus dans le détail sur le slide après. Donc, aujourd'hui, notre recommandation par rapport à cet aspect de la supply chain, c'est d'opter pour une structure ou un socle qui va vous permettre d'assurer déjà une communication qui soit fluide et tracée avec vos partenaires. C'est-à-dire que sur le même système, sur la même organisation fonctionnelle, vous allez gérer votre processus commercial et en même temps avoir la possibilité d'échanger en direct avec ses partenaires. Le choix de vos partenaires, comme je disais tout à l'heure, donc on a un laps de temps qui est très court, peut être très risqué. Donc la nécessité de vérifier et de disposer de capacités pour vérifier vos partenaires. Donc vérification de partenaires, c'est justement pouvoir examiner ces nouveaux fournisseurs, déterminer l'impact sur les droits de douane et les tarifs par rapport à ces nouveaux partenaires. Également le fait de garantir un contrôle qui soit approprié sur la renommée de ce partenaire, leur réputation, et bien entendu éviter à ce que vous soyez dans une situation où vous traitez avec des fournisseurs qui pourraient être, par exemple, blacklistés. Donc, c'est quelque chose qui peut être très risqué. Donc, le mode opératoire, c'est qu'il faut aller vers des mécanismes, vers des organisations, vers des solutions qui vous permettent de disposer de ce genre de mécanisme, justement pour éviter, donc je disais tout à l'heure les blacklistés, donc éviter que vous soyez dans une situation où le fait de travailler avec un blacklisté génère pour vous des amendes à payer, des pénalités parce que vous n'êtes pas compliance, vous n'avez pas respecté un certain nombre de règles. Donc, il faut véritablement avoir la capacité de disposer d'une base de données par rapport à ses partenaires et cette base de données doit être forcément rafraîchie au fil de l'eau, donc pour ne pas dire en temps réel. Mais ce n'est pas fini. Justement, cette base de données par rapport à ses partenaires doit obligatoirement être associée à votre processus de gestion. Ce n'est pas associé à votre processus de gestion, vous êtes forcément dans un contrôle manuel. Alors que l'objectif, si on veut être résilient, si on veut être performant, si on veut être, on va dire, dans la finance intelligente, il faut obligatoirement que ce genre de mécanisme soit intégré à votre processus de gestion de manière à ce que le contrôle soit déclenché de manière événementielle, de manière automatique sur votre processus de gestion. En matière d'import-export, bien entendu, donc ça, cette partie, donc elle est plus ou moins classique. Donc gérer la conformité, donc les exportations, avoir cette capacité, la détermination des licences, la classification des services douaniers. Donc il faut disposer, bien entendu, de fonctionnalités qui vous permettent de faire ce genre de choses, donc notamment par rapport à la déclaration de douane. Mais un dernier point que j'essaie de soulever sur cette partie, c'est la partie qui relève de l'accord commercial en soi. Donc aujourd'hui, il faut disposer de capacités qui vous permettent, encore une fois, de tirer profit des accords commerciaux, par exemple, qui sont élaborés, qui sont établis avec un certain nombre de pays, donc notamment les accords de libre-échange. Aujourd'hui, ce serait dommage, par exemple, parce que vous avez changé de fournisseur en matière dans des temps d'incertitude, parce que vous étiez poussé par l'urgence, parce que votre fournisseur, on va dire, nominal, n'a pas été capable de livrer, donc vous avez changé de fournisseur, un autre fournisseur qui soit à l'étranger, par exemple, parce qu'il peut vous fournir le même produit. Ça serait dommage si ce fournisseur se trouve dans un pays avec lequel, par exemple, votre pays de résidence a des accords de libre-échange, de passer outre ces accords de libre-échange et passer outre les tarifs préférentiels et les tarifs, et les motivations en quelque sorte qui pourraient avoir cet accord de libre-échange. Donc, avoir des mécanismes, des possibilités, des capacités qui vous permettent d'intégrer gérer le contrôle de ces accords dans vos processus de gestion est quelque chose de fondamental justement pour être géré dans la réduction de coûts et donc dans la performance financière gérée de manière générale. Le quatrième axe, donc c'est le volet clôture.
Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à cet aspect, c'est que plusieurs organisations aujourd'hui ont souffert ou elles souffrent de ce processus qui est l'activité de la clôture. De manière générale, c'est un processus qui n'est pas simple. Et il est davantage parce que les gens aujourd'hui, pour une bonne partie, on va dire, sont en mode télétravail. Donc, il faut véritablement trouver le moyen pour pouvoir gérer un certain nombre de choses, notamment en matière de collaboration, de coordination, d'accord? Également, pouvoir trouver le moyen d'accéder à l'information et surtout permettre, on va dire, une fluidité dans le processus et une gestion de ce processus de manière accélérée. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans une logique de visibilité financière, si on est dans une logique d'avoir l'information le plus tôt possible, dans une logique de temps réel, le principal processus qui vous permet d'avoir, je dirais, cette visibilité sur l'ensemble de votre activité, c'est le processus de clôture. Donc, plus il est rapide, plus il est efficace, le mieux c'est pour vous parce que vous allez avoir suffisamment d'informations bien avant la concurrence pour éventuellement prendre un certain nombre de décisions, également avoir les éléments pour pouvoir publier les informations, parce que aujourd'hui, c'est également une tendance, donc la course à la publication des chiffres. Donc, c'est un processus qui est clé au niveau de la gestion financière, qui se doit d'être géré de manière différente, bien avant cette pandémie, mais aujourd'hui, il l'est davantage. Alors, aujourd'hui, en une phrase, donc, notre principale recommandation, c'est qu'il faut tendre, il faut aller vers ce que nous appelons des clôtures en mode continu. Donc aujourd'hui, pour être sur ce mode de clôture continue, donc pour faire le contract, juste pour situer un peu la différence par rapport à un mode de clôture qui est classique, le mode de clôture qui est classique, généralement, donc toute l'activité de clôture, elle est exécutée dans une fenêtre de clôture. Donc il y a une date d'arrêté, juste après la date de l'arrêté, donc il y a l'exécution de toutes les tâches qui relèvent de l'activité de la clôture. Donc forcément un goulot d'étranglement, forcément une charge sur les ressources, forcément une charge au niveau de la coordination, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est véritablement d'être sur une logique, j'ai envie de dire, lissée, qui est continue dans le temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre cette date d'arrêté pour déclencher un processus de clôture et que ça doit se faire de manière automatique par le système au fur et à mesure que vous avancez dans votre cycle ou votre période comptable. Donc, le premier élément de réponse sur lequel il faut absolument travailler, c'est il faut travailler sur le volet réconciliation. Donc, il faut pouvoir minimiser la charge qui est liée à la réconciliation, aux tâches de réconciliation. Et donc, cela va nécessairement passer par la nécessité de disposer d'une source unique de vérité qui va pouvoir vous donner et vous garantir en quelque sorte ce que nous appelons une réconciliation par design. C'est-à-dire que l'information transactionnelle, lorsqu'elle est renseignée, lorsqu'elle est introduite par un utilisateur, elle est de facto réconciliée. Donc, vous n'avez pas à gérer de la réconciliation derrière dans une période de clôture. Par exemple, ce modèle de données va vous permettre d'économiser tout l'effort qui est alloué à la réconciliation. Vous n'aurez pas, par exemple, à faire de la réconciliation en fin de mois entre la comptabilité générale et le contrôle de gestion. Donc, c'est un effort considérable qu'il faut pouvoir économiser dans ce processus de clôture. Le deuxième point qui est lié à la performance. On a parlé de réconciliation qui est gérée une activité fondamentale au niveau d'un processus de clôture, mais il y a également tous les processus qui ne peuvent s'exécuter que dans la fenêtre de clôture. Donc, juste toujours après une date de l'arrêté, donc c'est juste qu'on ne peut pas exécuter, par exemple, au milieu de mois. Là, je donne l'exemple, par exemple, d'un processus d'amortissement. Donc, généralement, on l'exécute en fin de mois. Mais aujourd'hui, et ça, c'est un processus qui est directement lié à la volumétrie. Et généralement, c'est un process qui est assez lourd et qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, il faut tendre vers des organisations, des solutions qui vous permettent de faire du traitement en temps réel. D'accord? Donc, déjà, économiser tout l'effort, tout le temps de réconciliation et derrière, économiser également sur le temps de traitement machine. Donc, le volet performance est extrêmement important pour aller vers de l'accélération de l'activité de clôture. Le troisième aspect, c'est la coordination en soi qui est, on va dire, un élément central
de la clôture, parce que la clôture, c'est forcément du multitâche et c'est du multi-ressources. Donc, c'est le travail d'une équipe. Sans coordination entre les membres de cette équipe, il y a forcément problème. Donc, aujourd'hui, la coordination, lorsqu'on est sur place, donc on travaille en physique, déjà la coordination, généralement, elle pose problème parce qu'il faut aller chercher l'information, appeler telle personne, envoyer un mail à telle personne, attendre la réponse. Donc, généralement, c'est assez fastidieux. Et essayez simplement d'imaginer comment on pourrait gérer la clôture si on est sur le même mode de fonctionnement, mais par contre, les gens travaillent de chez eux. Donc, c'est davantage un problème qui est accentué par l'effet de la pandémie Covid-19 ou toute autre pandémie qui nous pousserait à travailler de chez nous. Donc, aujourd'hui, il faut véritablement aller sur des plans de clôture ou des cockpits de clôture digitaux, de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les personnes qui sont impliquées dans une activité de clôture, qui sont renseignées dans un cockpit de clôture ou dans un plan de clôture. Toutes les personnes vont recevoir leurs tâches et leurs attributions de manière automatique et que l'échange, la coordination qui se fait entre ces gens doit se faire à travers ce plan de clôture, donc un échange via workflow par exemple. Si moi, par exemple, je dois exécuter une tâche, je dois passer une OD, donc une fois que c'est fait, normalement, il y a une autre action, une autre tâche qui doit être déclenchée par une autre personne, donc la personne en question doit recevoir une notification. Donc on doit véritablement tendre vers ce modèle de coordination et que cette personne qui devrait recevoir sa tâche pour lancer son exécution, elle pourrait être notifiée directement sur son smartphone. Donc, il faut véritablement aller sur ce mode opératoire. Et bien entendu, donc, automatiser le maximum de tâches, donc aller sur de l'automatisation lorsque cela c'est possible en matière d'exécution de tâches. Donc, par exemple, on peut automatiser des tâches de clôture, par exemple, les charges répétitives qu'on peut retrouver généralement en fin de mois, comme les charges d'abonnement. Voilà, j'ai retrouvé le mot que je voulais dire. Le dernier aspect, donc, par rapport à cette gestion de clôture en mode continu, c'est bien évidemment tout le volet monitoring. Donc, véritablement, disposer de capacités, de tableaux de bord qui permettent au management de pouvoir suivre, même sur un smartphone, même sur une tablette, tout ce qui se passe par rapport à la clôture et d'être notifié en temps réel. Donc, on peut avoir un statut d'avancement par rapport à l'ensemble de l'activité, par rapport à chaque tâche, par rapport à des choses qui se passent mal sur certaines tâches. Donc, véritablement disposer d'une piste d'audit où on a une véritable vision sur tout ce qui se passe et un contrôle total sur tout ce qui a été fait et qui a fait quoi de manière très précise. Le monde de la finance qui est en train de changer. En effet, aujourd'hui, on a un peu introduit, je dirais, les 4 axes principaux pour justement développer cette résilience financière. Mais aujourd'hui, cette résilience financière ne peut se faire que s'il y a nécessairement un changement de la manière avec laquelle vos finances sont gérées. On ne peut pas être sur ou espérer ou avoir la volonté de véritablement développer une résilience financière si on continue à gérer nos finances de manière classique. C'est impossible malheureusement. Donc il faut véritablement changer la manière de faire. Aujourd'hui, le monde de la finance est en train de changer. Donc clairement, donc, la composante financière, elle change. De manière générale, les modèles de gestion aujourd'hui qui sont les plus performants, c'est le modèle de gestion que procure l'entreprise intelligente. Donc, d'un point de vue business, c'est le modèle d'entreprise qui est le plus performant. Et pour justement opérer cette transformation, pour passer d'une entreprise en quelque sorte classique vers une entreprise intelligente, il faut opérer des transformations. Cette transformation, elle va reposer sur 3 transformations principales. Donc, la transformation des ventes, donc à travers la transformation de l'expérience client, donc notamment via des nouveaux business models qui viendraient répondre à de nouvelles exigences de nos clients, qui sont, enfin les clients, enfin on le sait tous, ils sont de plus en plus exigeants aujourd'hui. Il y a également la transformation au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est un élément extrêmement important sur lequel on insiste beaucoup. Donc, notamment avec plus de connectivité, donc sans trop rentrer dans le détail avec les IoT et j'en passe, mais également
la transformation de la finance. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas une surprise que la transformation de la finance sur cette image soit au centre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que la finance, elle représente en quelque sorte l'image du monde réel. Donc c'est elle qui va traduire en quelque sorte la performance en chiffres et qui pourra nous dire si tel ou tel business model est-ce qu'il est viable ou pas. Clairement, par exemple, la transformation des ventes, la supply chain ne peut progresser aujourd'hui que si la finance est capable de suivre et de soutenir le rythme. C'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, les priorités des directeurs financiers changent clairement. Aujourd'hui, ils doivent guider les tâches organisationnelles pour améliorer les processus, pour élaborer les nouvelles stratégies. Donc, c'est véritablement une nouvelle ère, une nouvelle tendance pour laquelle toutes les organisations qui souhaitent et qui ont l'ambition de se transformer vers des entreprises intelligentes doivent absolument faire. Pour opérer cette transformation de la finance, aujourd'hui, comment faire? Quelle est la vision justement pour opérer cette transformation de la finance? Si on regarde un peu sur cette image, donc l'axe, je vais mettre en mode laser. L'axe qu'on voit ici, donc ça c'est, j'ai envie de dire, ça c'est le mode classique qui nous permet de gérer le business sur un plan financier. Donc, une très grande partie qui est allouée à l'opérationnel, donc à la gestion de l'activité opérationnelle, et peu de temps pour créer du reporting, pour avoir de la visibilité sur l'ensemble de l'activité. Bien entendu, donc avec l'évolution, les organisations tendent vers beaucoup plus d'automatisation et donc ils sont davantage sur ce modèle. Donc, beaucoup de gens parlent de digitalisation, c'est effectivement ce qu'on voit sur cet axe. Donc, la digitalisation, c'est principalement le fait de revoir les parcours, de pouvoir automatiser les parcours et un certain nombre de processus, ce qui a pour effet immédiat, évident, j'ai envie de dire, de réduire tout le volet opérationnel à son strict minimum. On ne peut jamais réduire l'opérationnel à néant parce qu'on a toujours besoin de faire un peu d'opérationnel, donc ne serait-ce que pour valider une demande, un workflow ou quelque chose comme ça. Bien entendu, on va gagner plus de temps pour générer du reporting, avoir de la visibilité, bien entendu, en temps réel, parce que l'évolution nous permet aujourd'hui de générer du reporting en temps réel. Mais on est sur des capacités d'analyse prédictives qui sont extrêmement réduites. Pour le faire, généralement, on a besoin d'aller sur des outils, extrapoler les données, générer, croiser, faire un certain nombre de choses. On n'est pas sur des environnements communs pour pouvoir faire tout cela. Mais le plus important à noter ici, c'est que même cette visibilité ici, qui est donnée en temps réel, c'est une visibilité qui va toujours regarder vers l'arrière. Si vous produisez un rapport sur vos ventes aujourd'hui, c'est en quelque sorte, il vous raconte l'histoire ancienne sur ce que vous avez fait. Ce n'est pas une projection vers le futur qui vous permet de prendre des décisions fondamentales. Et c'est la véritable différence entre, j'ai envie de dire, la digitalisation et l'intelligence. Donc ici, on est plutôt sur un modèle de transformation digitale, mais la transformation intelligente, la transformation de la finance vers la finance intelligente est un cran au-dessus. C'est véritablement quelque chose qui va nous permettre de piloter l'activité. Pourquoi? Parce que le niveau opérationnel, on va pouvoir le garder à son minimum. On va pouvoir générer nos reportings opérationnels en temps réel. On a moins de temps comparé à une structure ou à une organisation qui est digitale. Mais on va disposer de plus de temps, plus de capacité, justement pour faire de l'analyse prédictive. Faire de l'analyse prédictive, avoir des capacités de simulation. Donc aujourd'hui, avec ces modèles, on peut être en mesure de répondre, le financier, le CFO, le directeur financier, avec ses capacités, il est à même justement de jouer son rôle que lui demande aujourd'hui la nouvelle tendance, c'est être véritablement dans le pilotage. Il est à même à répondre à des questions de style quel serait le coût end-to-end du service de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, s'il dispose de ces capacités, il pourra le donner parce qu'il a la capacité de faire des calculs en temps réel, en plus de capacités de simulation et d'analyse prédictive. Quel coût on doit supporter pour retenir un client de la même manière. Donc, véritablement, c'est un modèle intelligent qu'on recommande et sur lequel
on doit reposer notre structure, notre organisation pour être dans l'ère de l'intelligence et pour justement développer cette résilience qui est le sujet principal de notre présentation aujourd'hui. Sur cette image, ce qu'on voit ici, c'est tous les domaines de la gestion financière qui permettent à un CFO de véritablement avoir une gestion end-to-end, de bout en bout, de tout le processus financier. Donc, ça va aller de la planification, ça peut être la planification budgétaire, la planification de tout type, qui va aller jusqu'à la gestion du risque. J'ouvre juste une petite parenthèse. On peut se poser la question pourquoi la gestion des risques est une composante qui est introduite dans la gestion financière, parce qu'on estime aujourd'hui que le rôle du financier s'étend davantage à un pilotage de performance. Donc aujourd'hui, si on ne gère pas convenablement les risques par rapport à nos clients, d'accord, on peut avoir des soucis, donc on peut perdre une part de notre marché, donc forcément une baisse de revenus. Et c'est quelque chose qui est directement lié à la performance. Donc, c'est pour cela que c'est quelque chose qui est aujourd'hui intégré de manière très proche à la gestion financière. Donc, je disais que de la planification à la gestion des risques, en passant par tout ce qui est clôture comptable, tout ce qui est opération financière et bien entendu la gestion de la trésorerie, et notamment la gestion de la trésorerie de manière étendue pour avoir un calcul de liquidité, pour gérer les risques et j'en passe. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de couverture parce que aujourd'hui, c'est principalement le modèle de gestion qui est notre principal sujet, qui est la transformation de la finance vers la finance intelligente pour justement être résilient. Et ça ne peut se faire, ça ne peut se passer qu'à travers une utilisation accrue des nouvelles technologies. Donc, il faut pouvoir disposer de capacités d'utiliser de manière embarquée dans vos processus de gestion les nouvelles technologies. Donc, on peut, par exemple, à titre d'exemple, parler de machine learning qui vous permettrait, à titre d'exemple, de booster les opérations de rapprochement au niveau de vos créances et donc réduire les DSO et le bad debt. Les capacités de machine learning peuvent vous permettre aujourd'hui de faire de la reconnaissance d'image. Donc, si vous êtes sur une activité du retail, par exemple, vous avez des points de vente, que vous avez un client qui se pointe à un point de vente avec une image sur son smartphone par rapport à un produit donné, si vous n'êtes pas capable de reconnaître le produit, c'est un acte de vente qui est perdu. Si le vendeur n'est pas capable de reconnaître le produit, rien qu'à partir de l'image, et qu'il a une base de produits volumineuse, il ne pourra pas. Donc, généralement, c'est un acte de vente qui est perdu. Mais aujourd'hui, grâce à des capacités machine learning, on peut faire de la reconnaissance d'image et associer à travers l'image cette image à la base de produit, détecter le bon produit et donc assurer cet acte de vente. Donc, c'est un lien direct avec le fait de stabiliser, de renforcer le revenu. Également, dans des aspects de risque et de détection de fraude. C'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui et qui est très fortement recommandé. Donc, il ne faut pas voir la machine learning aujourd'hui, à titre d'exemple, quelque chose qui relève de la science-fiction. C'est quelque chose qui est aujourd'hui maîtrisé, qui est opérationnel et qui est intégré au niveau des processus de gestion, notamment les processus de gestion financiers. Donc, la détection de fraude, des opérations suspicieuses, par exemple, dans l'analyse des dépenses, c'est quelque chose qui est assez fréquemment fait. En plus de capacités technologiques de machine learning, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut pouvoir anticiper. Donc, je pense qu'au tout début de la présentation, la question que j'avais lancée, c'est pourquoi on ne peut pas anticiper. Donc, aujourd'hui, anticiper n'est pas qu'un effort de réflexion intellectuelle, il faut que vous puissiez le faire grâce à de la technologie, de manière métrique, de manière mesurée. Donc, il faut pouvoir disposer de capacités prédictives pour se projeter, donc reconnaître, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire comme revenu sur un nouveau projet, sur par exemple, un calcul de marge, donc être en position de pouvoir vous projeter sur des revenus futurs par rapport à des données logistiques qui sont encore au stade de l'engagement, pouvoir vous prononcer sur votre calcul de marge, pouvoir se dire que dans 6 mois, on pourrait être sur un niveau de marge de temps. Donc, c'est quelque chose qui sont aujourd'hui possibles et sur lesquels une finance intelligente doit tendre. Donc, l'organisation financière devrait aller sur ce genre d'organisation
pour véritablement piloter le business de manière proactive et avoir tous les éléments en sa capacité pour pouvoir s'adapter rapidement à des changements, à des incertitudes et agir rapidement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire donc, et qu'on a fait avec plusieurs de nos clients. Aujourd'hui, de manière très métrique, très mesurée. Donc, sur ce slide, ce que j'essaie de représenter, c'est ce qu'on peut, les choses ou les éléments qu'on peut gagner de manière très concrète sur un certain nombre d'aspects. Donc, les gains opérationnels qu'on peut faire avec l'utilisation d'un certain nombre de solutions dans notre portefeuille, que ce soit au niveau de l'efficacité opérationnelle, que ce soit au niveau de l'expansion et de la croissance, donc le fait de booster la performance, au niveau de la centralisation et de la standardisation, au niveau de la conformité, au niveau de la réactivité, mais également au niveau de l'innovation. Alors, plusieurs indicateurs ici, je ne vais pas les parcourir tous. J'ai choisi, on va dire, trois thèmes principaux qui sont en lien direct avec ce qu'on a vu tout à l'heure en matière de résilience financière. Donc, en matière, par exemple, de gestion de clôture, on peut aller jusqu'à 20% de réduction sur les coûts financiers et jusqu'à 50% de réduction en matière de coûts d'audit. On peut faire jusqu'à 50% de réduction sur le cycle de clôture, donc réduire le temps par 2, ce qui est très puissant. Sur la partie liquidité et gestion de la trésorerie, donc on peut être sur des niveaux de réduction qui sont extrêmement importants. On peut aller jusqu'à 50% de réduction d'autres coûts de gestion de la trésorerie et de liquidité. On peut aller jusqu'à réduire le taux d'erreur en matière de calcul de prévision qui peut aller jusqu'à 100%, donc entre 50 et 100%. Donc, beaucoup de gains qu'on peut faire. Donc, je ne vais pas les parcourir tous. Par exemple, ici, on peut aller jusqu'à 35% de réduction en matière d'exigence sur les fonds propres. Donc, ces éléments qui sont récoltés à travers des métriques réels qui sont mesurés par rapport à des use cases et des cas pratiques dans notre parc de clientèle. Sur le plan des risques, de la même manière, donc on est on a un nombre de solutions qui est extrêmement riche et qui vous permettent de gérer, on va dire, tout ce volet, donc que ce soit la gestion des risques, la gouvernance des accès, tout le volet cybersécurité, donc avec des gains qui sont à la fois très significatifs et très compétitif sur le plan, on va dire, tarifaire. Jusqu'à 25% de réduction des pertes liées aux risques imprévus, jusqu'à 20% d'économie et par exemple, jusqu'à 99% de réduction des violations SOD. Donc, les SOD, c'est la Segregation of Duties. Donc, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure, donc la séparation des tâches. Donc, on peut couvrir grâce à nos solutions de manière complète qui peut aller jusqu'à quasiment 100% ce risque-là. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous, je n'ai pas envie de dire des cas d'école, mais les best-in-class companies, donc des cas qui ont utilisé nos solutions pour se développer, pour se transformer en matière de gestion financière et pour développer justement cette résilience. Donc, quelques exemples qui sont très significatifs. Par exemple, au niveau de la Japan Tobacco International, qui est un acteur excusez-moi, qui est un acteur mondial de premier plan de l'industrie du tabac. Donc, l'objectif qui a été atteint par cette entreprise, c'est l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Donc, justement, grâce à la restructuration de son plan de compte et de son de profit. Donc, ils ont optimisé leur structure de compte et leur structure de son de profit. Donc, ils sont passés par exemple, de 7000 centres de profit à 350 centres de profit. Ils sont passés de 9000 comptes à 3000 comptes. Donc, véritablement, une optimisation qui leur a permis d'atteindre leur principal objectif, qui est en quelque sorte de renforcer l'avantage concurrentiel de Tobacco. Au niveau de la Zolando, par exemple, qui est une entreprise de commerce électronique allemande, elle est présente dans 17 pays européens. Donc,
Elle a pu opérer une transformation de la gestion financière basée sur nos solutions et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité totale sur la trésorerie et sur les comptes de trésorerie à travers une gestion étendue de la trésorerie. C'est une gestion qui est faite aujourd'hui avec une intégration parfaite avec toutes les banques à travers des communications automatiques, notamment avec des technologies qui parlent le langage des banques, Swift et j'en passe. Elle a permis aussi à Zalando de développer véritablement sa gestion financière à travers des processus qui bénéficiaient des best practices dans son secteur d'activité. Le troisième exemple que je souhaite partager avec vous, c'est Enel, qui est le principal producteur d'énergie aujourd'hui, d'énergie électrique en Italie, et aujourd'hui qui a opéré également une transformation qui lui permet aujourd'hui d'optimiser son processus de clôture à travers toutes ses filiales. On ne parle pas que du processus de clôture au niveau de la maison mère, mais c'est véritablement au niveau du groupe qui est passé de 16 jours ouvrés à 5 jours ouvrés. Et aujourd'hui, ce processus de clôture, il a été en quelque sorte facilité grâce à la mise en place d'une finance centralisée. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, véritablement tendre vers cette notion de centralisation où aujourd'hui, le groupe, il est alimenté en temps réel par toutes les données financières qui s'opèrent dans le filiale. C'est un mécanisme aussi qui leur permet aujourd'hui d'opérer très facilement leur processus de consolidation. Dernier témoignage que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est un cas d'école qui a obtenu le SAP Innovation Awards 2021, qui est l'Hotel Investment Partners. C'est le premier investisseur dans les hôtels et complexes hôteliers du sud de l'Europe, avec 19 000 chambres situées dans les principales destinations touristiques, donc l'Espagne, la Grèce, le Portugal et j'en passe. Leurs principaux défis et opportunités étaient d'améliorer leurs processus commerciaux, réaliser une entreprise intelligente, parce que c'est véritablement le modèle aujourd'hui qui vous permet d'être très performant au niveau du business, qui passe par une transformation de la finance, et justement gagner du temps et de l'argent dans leurs différents processus, notamment en matière de rapprochement. Donc aujourd'hui, grâce à la restructuration de leur couverture fonctionnelle grâce à nos solutions aujourd'hui, ils sont sur des gains extrêmement significatifs, mesurés. Par exemple, 50% aujourd'hui par rapport à de la réconciliation de factures et 60% de réduction en matière de tâches manuelles. Par rapport à la clôture aujourd'hui, par rapport à leur processus de clôture, ils sont à 60% de réduction de temps sur leur cycle de clôture. Donc plus de la moitié, et 95% de réduction de leurs tâches manuelles qui devaient servir pour faire de la réconciliation intercompagnie. Donc, c'est principalement des gains qui sont obtenus principalement à l'utilisation d'un socle de gestion de la clôture financière de manière optimisée, ce qu'on disait tout à l'heure, le plan de clôture, mais également sur une technologie de machine learning en matière de rapprochement automatique qui viennent booster le niveau de rapprochement et la performance de rapprochement au niveau de vos créances et de factures de manière générale. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est quelques images qu'on peut produire, des KPI, des états graphiques sur les états d'avancement, par exemple en matière de clôture. On peut voir ici, par exemple, sur le processus de clôture, qui sont par exemple à 97% sur 100. Donc, c'est véritablement métrique, c'est véritablement mesuré, c'est véritablement en temps réel qui permet au top management d'être dans un suivi total, complet et en temps réel. Et on arrive à la fin de cette présentation, donc je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, pour votre suivi, et j'espère que vous y avez trouvé de l'intérêt, si ce n'est pas totalement, au moins sur certaines parties, et je serai très ravi de répondre à vos questions, au moins d'essayer de clarifier un certain nombre de choses, et éventuellement être à votre disponibilité si vous souhaitez, par exemple, par la suite, qu'on creuse davantage un certain nombre de sujets ou des use cases avec vous. Naturellement, nous sommes disponibles. Je vous relance, Khalida? Oui, très bien. Merci beaucoup, Abdelrahim. Très intéressant. Aujourd'hui, effectivement, comment développer cette résilience financière. Aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup d'outils qui permettent donc à l'entreprise
subir cette transformation financière pour devenir une entreprise intelligente. J'attends encore, nous n'avons pas encore de questions, donc j'invite notre auditoire à poser les questions. L'exposé était très riche. Moi, peut-être que je vais poser ma première question. On a parfaitement compris un petit peu donc tout le processus aujourd'hui pour développer cette résilience financière et comment aujourd'hui faire cette transformation. Vous vous êtes surtout adressé, enfin je pense, c'est ce que j'ai compris, à des grandes entreprises, des grands groupes qui sont quand même bien structurés et qui sont aujourd'hui des mastodontes, si l'on peut dire. Ma question ici au Maroc ou ailleurs, dans d'autres pays africains, parce que nous avons beaucoup de participants d'entreprises d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, est-ce que ce modèle que vous avez présenté peut effectivement être implémenté, tout ce processus implémenté au sein de PME, de façon à ce que comment aujourd'hui on peut aider ces PME à opérer leur transformation financière et puis développer aussi, comme vous l'avez bien dit, cette résilience financière. Y a-t-il des outils spécifiques adaptés à la PME pour pouvoir effectivement gagner en compétitivité, gagner en gains et ainsi de suite? Parce qu'effectivement, toutes les réductions, enfin tous les gains que vous avez exposés, 20% sur les coûts de risque, 50% sur les coûts d'audit, 50% sur les coûts de gestion, etc., c'est quand même pas négligeable. Et la PME aujourd'hui gagnerait énormément à gagner en compétitivité. Notre tissu, par exemple, ici au Maroc, est principalement composé de PME. Est-ce que ce processus, effectivement, peut être implémenté facilement auprès d'une PME? Alors, je vous remercie pour cette question, Farida, parce qu'elle est une question qui est dans le mille. On a en quelque sorte la fâcheuse réputation en tant qu'SAP qu'on ne sait s'adresser qu'à des grands comptes, qu'à des grands clients. Donc, on a cette fâcheuse réputation, mais je peux vous rassurer tout de suite par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, de manière très claire, aujourd'hui, notre parc client, il est composé aujourd'hui à hauteur de 80% de PME et PMI. Donc, c'est quelque chose qu'on sait adresser. Nous avons même des solutions pour les toutes petites entreprises, voire même pour des solutions pour de l'entre-entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, la volonté des SAP déjà de s'implanter dans la région, elle sait pertinemment que le tissu économique de la région, il est composé majoritairement de PME et de PMI. Donc, on sait adresser ce genre de compagnie, on sait adresser leurs problématiques et on a les solutions qui leur permettent d'opérer ce genre de transformation. Donc, sans entrer dans le détail, sans citer de références, aujourd'hui, on est sur pas mal de références dans la région. Donc, aujourd'hui, que ce soit sur le Maroc, que ce soit sur l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit un peu plus dans le sud, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui des solutions qui permettent à nos clients PME, PMI dans notre région de véritablement de se restructurer, d'opérer ce genre de transformation et véritablement tendre vers ces modèles que je viens de présenter et sur lesquels on est en train d'échanger. Donc, n'ayez aucune crainte, nos auditeurs qui soient très rassurés par rapport à cela. Aujourd'hui, de manière très claire, de manière très directe, SAP sait adresser les PME, les PMI et il a toutes les solutions pour adresser leurs besoins et les accompagner dans leur quête de transformation. Excellent. Donc, c'est une aubaine, en fait, pour les PME aujourd'hui de pouvoir effectivement aller vers cette transformation financière. C'est l'occasion ou jamais et le moment est extrêmement donc opportun pour cela. C'est vrai que quand on entend SAP, on a l'impression que c'est une grosse mastodonte, donc ça s'adresse qu'à des grands groupes. Et aussi parce qu'il y a un coût important. On dit non, mais si on est accompagné par SAP, effectivement, on n'a pas les moyens, ou il n'y a pas d'accompagnement, ou effectivement, en termes de coût. Est-ce que, par exemple, une structure comme SAP s'adapte aussi à des budgets de PME? Ça, Absolument. Donc, nous avons aujourd'hui différents modèles. Je n'ai pas envie de parler de pricing, mais aujourd'hui, à partir du moment où nous savons adresser cette population de PME PMI, à partir du moment où notre parc client est composé majoritairement de PME à hauteur de 80%,
même sur le plan du pricing, on sait s'adapter. D'accord? Et nous avons différents modèles de déploiement qui peuvent être très intéressants sur un plan pricing. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut parler de notre modèle RISE aujourd'hui, qui est un modèle cloud qui permet aujourd'hui aux entreprises de la région et des entreprises dans le monde entier de bénéficier, je dirais, de la technologie, de bénéficier très rapidement de la technologie, de voir une gestion très rationalisée de leurs coûts, d'avoir un seul contrat de gestion, donc qui est SAP, qui va gérer derrière tout le volet infrastructure, tout le volet support, véritablement des modèles de pricing qui sont très intéressants. En plus, ce sont des modèles qui sont tournés OPEX et non CAPEX. Donc, même sur le plan du pricing aujourd'hui, nous savons faire les efforts qu'il faut, mais aujourd'hui, nous avons également le modèle qu'il faut pour adresser ces appréhensions, si elles existent, pour nos clients. Merci beaucoup. Il y a une question de Nabil qui dit, quand il y a un besoin urgent, quelle est la durée de mise en place de ces solutions en entreprise? À quel horizon sont-ils opérationnels? Approximativement, parce que j'imagine après, ça dépend de la difficulté. Ça dépend de beaucoup de choses. Difficile de répondre à la question de manière précise, mais ce que je vais faire, donner des orientations ou des pistes de réflexion par rapport à la réponse en soi. Donc aujourd'hui, pour pouvoir répondre à des questions sur des délais d'implémentation, donc déjà, on parle de quel use case? On parle de quelle problématique? Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule solution. Peut-être que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place pour, par exemple, pour gérer, je ne sais pas, la planification, pour gérer des problématiques liées au risque. Donc, c'est véritablement le use case métier qui va nous permettre de véritablement se prononcer sur la durée d'implémentation. Mais comme je disais tout à l'heure, donc, les deux modèles de déploiement, d'implémentation, ils sont connus aujourd'hui. Soit vous êtes sur un mode de déploiement qui est on-premise, soit vous êtes sur un modèle de déploiement qui est en cloud. S'il y a de l'urgence de la vendre et aller rapidement vers une utilisation d'une solution qui soit opérationnelle, véritablement, le mode de déploiement en cloud aujourd'hui pourrait être une réponse. Ça, c'est une réponse dans l'absolu. Mais pour rentrer davantage dans les détails, il nous faut un peu plus d'éléments. Je peux éventuellement inviter monsieur à rentrer directement en contact avec nous, qu'on comprenne un peu son use case, quelles sont les problématiques, qu'on puisse les cerner de manière un peu plus précise. Et partant de là, on pourra lui donner des métriques et des estimations ou des ordres de grandeur par rapport à des délais d'implémentation. Dans ce mode de déploiement, aujourd'hui, une entreprise, une PME, une belle PME aujourd'hui, effectivement, est en train de réfléchir pour mettre en place, pour développer un petit peu cette résilience financière. Quel est le mode opératoire donc, de départ pour qu'elle puisse se lancer? Doit-elle faire une audit un petit peu donc d'un état des lieux? Est-ce que cette audit, elle doit la faire elle-même ou doit être accompagnée par un spécialiste? Quelles sont les étapes, je dirais, pour aller vers cette transformation digitale? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que d'abord c'est une audit pour voir, oui, ou une audit, ou bien y a-t-il des étapes quand on parle de cette résilience financière? Étape 1, étape 2, étape 3, ça doit aller dans le temps ou bien? En fait, il y a différentes manières d'approcher la question, mais si je dois donner une réponse idéale en quelque sorte, je dirais que le bon point de départ, c'est de se connaître soi-même. On dit autrement, donc, l'état des lieux, savoir quelle est notre difficulté ou nos difficultés, quels sont les points qui nous posent problème, quelle est éventuellement notre cible en matière d'organisation. Donc, cerner, on va dire, ces questions, cerner ce périmètre, c'est un bon point de départ. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être fait par le client, par l'entreprise, par la structure, mais ils peuvent se faire accompagner par des partenaires ou par SAP pour faire ce genre de choses. Donc, il y a différentes façons, il y a différents points de départ pour justement aller de l'avant et aller vers la transformation. Après, une fois que cette cible, elle est claire en matière d'organisation, en matière de périmètre, donc je dirais la deuxième étape, c'est OK. Là, on sait vers quoi on doit aller, on sait vers quoi
ou plutôt qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut refaire en quelque sorte, qu'est-ce qu'on veut restructurer. Donc là, on peut rentrer davantage dans une discussion autour des solutions qui nous permettent justement de répondre à ces besoins. Une fois que nous avons cerné le besoin ou le périmètre fonctionnel dans l'absolu, les solutions qui permettraient d'y répondre, on peut déclencher le processus pour, on va dire, la phase d'implémentation, et donc le projet d'implémentation, et pour lequel généralement on doit se faire accompagner par un partenaire ou par le SAP pour le faire. D'accord. Il y a une question effectivement de Amine, mais qui revient souvent sur le thème de la sécurité et la souveraineté donc des données. Où est-ce que, par exemple, les données aujourd'hui sont stockées à votre niveau? Comment vous pouvez rassurer le client aujourd'hui, une fois ces données, ils sont stockés où? Comment le rassurer que c'est sécurisé? C'est une question qui revient très souvent et elle est légitime. Donc, on n'est pas fâché quand on entend cette question, bien au contraire, parce que c'est déjà révélateur d'un intérêt par rapport à l'idée en soi. Donc, c'est un bon point de départ. On peut rassurer nos clients par rapport à... Aujourd'hui, en matière de gestion du cloud, en matière de sécurité, on peut démontrer tous les certificats qu'on puisse imaginer par rapport à la gestion sécuritaire et sécurisée de l'information qui est gérée à notre niveau. Ça, c'est en mode cloud. Mais on peut également être sur des hébergements d'informations qui s'appuient sur des hyperscalers. Donc, on peut s'appuyer sur le partenaire de gestion, par exemple Microsoft Azure, par exemple Amazon, par exemple Google Cloud. Donc, on a différents modes, mais la gestion de l'information, de la sécurité de l'information, elle est assurée. Le deuxième point, le point essentiel qu'il faut comprendre en matière de gestion cloud, le modèle qu'on propose, qui est le modèle RISE aujourd'hui, c'est que le client, il aura un seul contrat. Donc, il n'a pas à gérer une multitude de contrats et, on va dire, s'éparpiller en matière d'efforts sur plusieurs partenaires et fournisseurs. Son interlocuteur, c'est SAP. C'est SAP qui lui garantit la sécurité par rapport à son information, qui lui garantit la sécurité et la disponibilité de l'information et qui lui garantit la disponibilité de son environnement de production. Donc, c'est une sécurité qui est assurée, qui est totale. Et s'il y a besoin, on peut faire des ateliers avec le monsieur qui a posé la question pour rentrer davantage dans le sujet et le rassurer davantage. D'accord. Bon, il y a une question, mais je n'ai pas très bien compris, je ne sais pas qui c'est qui l'a posée, qui dit: est-ce que la culture de l'entreprise n'est pas aussi importante pour pouvoir faire face à la pandémie? La culture, je pense que c'est une question d'ordre philosophique, mais je pense que elle se pose à juste titre. J'ai envie quand j'entends la question, je fais un lien direct avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, avec l'entreprise qui a privilégié la mobilité de ses employés en leur offrant des PC bien avant la campagne Covid. Une autre entreprise qui n'était pas dans ce mode d'action, qui n'était pas dans cette culture. Et on a vu la différence du jour au lendemain quand le confinement s'est installé. Donc la culture, bien entendu, c'est un moteur principal pour aller de l'avant. Je vous l'accorde, monsieur. Je suis aligné. Très bien, parfait. Écoutez, là, je n'ai plus de questions. Apparemment, bon, tout a été couvert. J'espère que ça a été clair, surtout. Non, tout était clair, tout était limpide, une présentation très complète. Je tiens quand même à vous féliciter, à vous remercier. Non, il n'y a plus de questions. Donc, on arrive au terme de notre session. C'est Abdelrahim, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un événement, mais en présentiel, pas en distanciel, parce que ça nous manque, mais je pense qu'on va y aller vers très prochainement, probablement à la rentrée. Je voudrais également remercier mes nombreux participants à cette rencontre de cet après-midi. Vous avez été nombreux à répondre présent. Merci beaucoup, merci pour votre confiance. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée.